Salut, bonjour à tous. Voici en compagnie de Malcolm, sans Rogue Dominiac pour ce coup-ci, car cette vidéo va être mise à part de notre chaîne YouTube, car elle a été faite par nous, BAPRO, de la maison familiale Horticulture de Machecoul, pour le projet de la restitution du devoir de la mémoire. Ce projet parle de la Shoah et des Juifs exterminés par l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons travaillé et fait des recherches dessus. Pour vous restituer cela, une vidéo où on fait parler Pierre Booms, juif mort dans les camps, par un texte écrit et dicté par nous. Cela a pour but de marquer et de faire prendre connaissance à tout le monde de ce qui s'est passé pendant cette guerre. Alors, s'il y a beaucoup de noir dans cette vidéo, ceci est normal. C'est pour donner du poids sur les paroles. J'espère que notre travail va vous plaire. Sur ce, bon visionnage. Le train s'est arrêté. J'entends des sifflets, des cris de femmes, d'enfants, de vieillards. Je crie « Maman !» Je rejoins mon père et les autres hommes et femmes. Je ne comprends pas. Il y a deux files et des hommes en blouse blanche, avec des SS. D'autres sont habillés avec des sortes de vestes et pantalons à rayures. Ils sont maigres. Où nous emmènent-ils? Comment sommes-nous arrivés là? Nous ne savons pas où nous sommes. Il me semble entendre parler le polonais. J'essaie de me rappeler. Ma famille, notre parcours d'exilés, de réfugiés et maintenant de déportés. Pourquoi? Comment? Je me souviens, j'ai 15 ans et demi. Nous étions le 20 juillet 1942 à la gare d'Angers. J'entends encore les portes du wagon se refermer. On entend ensuite le son des roues s'élancer. Nous sommes enfermés, serrés les uns contre les autres, dans l'obscurité. Le wagon s'organise avec le peu qu'on a mené comme bagage. Mais la route paraît si longue. J'ai peur, nous n'avons pas à manger, ni à boire, et nous devons faire nos besoins dans un seau. Papa me dit de ne pas m'inquiéter, mais pour une fois, je ne le crois pas. Je me souviens de ce matin, dans notre rue des Boers, à Cholet. Des officiers allemands sont venus nous chercher, en nous disant de prendre quelques affaires. Ensuite, nous avons pris place dans des camions et avons pris la direction d'Angers. Arrivés là-bas, nous avons été dirigés vers un bâtiment qui se nommait le Grand Séminaire. Beaucoup de gens s'y trouvaient déjà. Je demandais à mon papa pourquoi nous avions été choisis, mais il ne me répondait pas. Son silence en disait long. Il n'en savait pas plus que moi. Certains parlaient d'une vie meilleure, avec plus de travail, plus d'argent, mais le doute était bien présent. Je me souviens, le 8 juillet 1942, nous n'avions plus le droit d'entrer dans les lieux publics. Cafés, restaurants, parcs, bibliothèques, piscines, et même les champs de course. Nous ne savions plus comment faire. Nous n'avions plus beaucoup de nourriture sous la main. Alors comment allions-nous faire pour survivre aujourd'hui? De plus, nous ne pouvions faire nos courses que de 15h à 16h, et les magasins n'ouvraient qu'à 16h. À cause de cela, on se sentait renfermés sur nous-mêmes, comme si on était emprisonnés pour une faute grave que l'on aurait commise. Mais pourquoi faisaient-ils ça? Et pour quelles raisons? Que nous veulent les nazis et l'administration française? Et pourquoi nous? Extrait du journal d'Hélène Baird, 1942. Les oiseaux pépissent, un matin comme celui de Paul Valéry. Le premier jour aussi où je vais porter l'étoile jaune. Je me souviens du 8 juin 1942. J'avais 15 ans. Et je me rappelle bien de cette date, car c'est à partir de ce jour qu'on nous avait fait comprendre que nous étions différents. Alors que je m'apprêtais à sortir avec des amis, maman m'avait saisi brusquement le bras, en me regardant avec émotion, et m'avait enfilé une veste avec une étoile jaune cousue dessus. Étonné, je l'avais regardée en lui demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Elle m'avait répondu que je devais toujours porter ça sur moi. En allant au collège, je voyais que personne ne portait cette étoile dans la rue. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée. J'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. Et pour ne pas avoir honte, je la cachais avec mon cartable. Je voyais que les gens m'avaient regardé avec dégoût, curiosité ou pitié. J'avais honte. Je me souviens de ce 3 décembre 1940.
où nous avons été installés dans une maison appelée la Maison des Juifs, rue des Boers. À partir de ce moment, nous n'étions plus des réfugiés mais des déportés. Elle était située à côté de la gare. En y repensant, cela devait faciliter notre déportation. Malgré tout, j'essayais de continuer mes études, comme tout adolescent. Pour ajouter à ma honte, je devais me présenter chaque soir au commissariat de police de Cholet pour signer le registre de présence. Mon père cherchait d'ailleurs à être dispensé des taxes sur les cartes d'identité. Par ailleurs, il a été convoqué 4 fois durant l'année 1941 pour prolongation de nos cartes de séjour. Nous avions de moins en moins d'argent et de plus en plus de mal à nous nourrir. Mais nous comptions sur ma tante pour nous payer les frais de traversée. Malgré sa réputation des pays des droits de l'homme, la France nous rejetait tout de même. Le 9 décembre 1941, étant âgé de 15 ans, j'ai reçu ma carte d'identité. Et je vis avec dégoût qu'il y avait une grande lettre J marquée au rouge. Je me souviens, c'était à la fin du mois de novembre 1940. J'avais 14 ans. À partir de ce moment-là, nous avions eu l'obligation de nous installer à Cholet, en famille, avec papa et maman, avec des dizaines d'autres familles expulsées, comme nous, vers le Maine-et-Loire. Le préfet nous avait envoyés à Cholet pour être assignés à une résidence que nous n'avions pas le droit de quitter. Lors du trajet, les personnes nous avaient dévisagés. Je n'avais pas compris pourquoi. La France hospitalière accueille des juifs que la République de Cuba a refusé de recevoir. Le paquebot Flandre nous avions signalé samedi la prochaine... Je me souviens de juin 1939, à novembre 1940. On avait déménagé 3 fois. D'abord, on avait habité dans un hôtel, à Pornichet. Mon papa m'avait dit de ne pas m'inquiéter et qu'on allait bientôt partir vivre à Châteaubriand, avec la famille Cohn, qui était aussi sur le paquebot Flandre. Quand on était arrivé, mon papa avait dû aller chercher une carte de séjour. Mais nous étions repartis aussitôt pour Nantes, dans une maison, rue Léon Zay. Je ne savais pas si papa et maman étaient plus heureux dans cette maison-là, mais ils m'avaient dit que nous pourrions plus facilement émigrer vers l'Amérique. Je me souviens, le 19 juin 1939, j'avais 13 ans. J'avais vu des gens pleurer sur le paquebot Flandre, celui que nous avions pris le 16 mai 1939, pour nous rendre de Saint-Nazaire à Cuba. Nous étions 96 réfugiés, refoulés à revenir. Papa et maman étaient paniqués. Aucun pays ne voulait de nous. Mais pourquoi? Notre avenir se réduisait-il à une traversée? J'avais donc demandé à papa où nous allions. Il m'avait regardé d'un air attristé et m'avait dit qu'on retournait en France, à Saint-Nazaire. Je n'avais pas compris. Nos espoirs de mener une vie tranquille avaient été anéantis. Je me souviens que le 28 mai 1939, nous étions arrivés à Cuba, après 12 jours de traversée. On nous avait refusé le débarquement, car il nous fallait $500 ou un visa. Nous nous sentions rejetés. Ensuite, nous nous étions dirigés vers Veracruz, au Mexique, et nous étions exclus pour la 2e fois. Le 1er juin 1939, nous étions retournés à Cuba pour une 2e tentative, mais nous avions été mis de côté une nouvelle fois. Nous étions en pleurs, ne sachant pas quoi faire, ni où aller. Sous une pluie tropicale, le paquebot Flandre avait quitté La Havane le 8 juin 1939 à 18h20. Une foule était massée sur le quai du port de La Havane. Nous entendions les cris, les sanglots des familles dont les proches n'avaient pas pu débarquer. Je me souviens, c'était le 16 mai 1939. Cet immense paquebot, le Flandre, avec ses 2 grandes cheminées. Nous partions pour Cuba, ce pays dont mes parents m'avaient tant parlé, pays de liberté. Le capitaine, M. Taravant, et son second, Raoul de Baudéan, donnaient des ordres à un homme nommé Gutman Léon, qui était un interprète israélite. Le ciel était d'un bleu azur, et la mer si calme. Les cris des oiseaux semblaient m'encourager vers ce monde inconnu, où je me dirigeais avec tellement d'hésitation. Dans le hall de la gare maritime de Saint-Nazaire, je pouvais clairement distinguer 2 classements de bagages d'un côté. Malles, valises, plus ou moins luxueuses, et souvent parsemées d'étiquettes multicolores de différents grands hôtels, des bagages enroulés de toiles ou de couvertures, ainsi que des baluchons s'entassaient avec le reste. Les passagers ne me semblaient pas malheureux, mais les rires et les pleurs étaient mélangés, tout comme ces langues étrangères aux sonorités de l'Europe centrale tchèque, allemand ou encore autrichien. Je me rendais compte que nous étions que des exilés, ayant le même objectif, s'enfuir. Je me souviens de ce mois de mai, où tout avait basculé à la maison. Maman et papa ne me répondaient pas. Ils me disaient juste qu'on devait partir et tout laisser. Mais je voyais bien qu'il n'y avait pas que ça. Papa devait souvent s'absenter pour, comme il le disait, régler certaines choses. J'avais compris très vite que mes parents souhaitaient partir rejoindre ma tante, la sœur de ma mère, qui habite New York. À partir de ce moment, maman et papa avaient fait très attention à ce qu'ils achetaient. Peu de temps avant de partir, nous avions appris que nous pourrions emmener avec nous très peu de choses.
Maman ne pouvait pas emmener les bijoux de ma grand-mère, car les nazis nous dépossédaient de tout. J'étais triste de devoir partir. C'est la maison où j'étais né, la seule que j'avais connue. J'avais peur. Arrivé au Luxembourg, malgré la tristesse, je sentais bien qu'on n'était plus en sécurité, qu'on allait tout recommencer. Maman et papa ont retrouvé le sourire. Je me souviens, en juillet 1938, j'avais 12 ans. Ma maman m'avait dit que la conférence d'Évian que Roosevelt avait organisée avec les Français n'avait servi à rien. Roosevelt, c'était le président des États-Unis, ce beau pays libre où habite ma tante. Pourtant, ils étaient 32 États qui étaient incapables de trouver une solution au problème des nombreux réfugiés juifs. Papa était furieux des propos antisémites de certains pays, comme le Canada, qui fermait leurs frontières. Pourquoi ils ne voulaient pas de nous? Hitler était content de voir les démocraties ne plus vouloir nous accueillir. Je me souviens, c'était le 9 novembre 1938. J'avais vu des centaines de commerces juifs pillés, des synagogues incendiées. Dans la rue, de nombreux hommes, femmes et enfants roués de coups, à même le sol. Le long des trottoirs, des femmes avaient été violées, battues. Le 15 novembre 1938, quelques jours après la nuit de cristal, les enfants juifs, dont moi-même, n'avions plus l'autorisation d'aller à l'école. Papa et maman s'étaient inquiétés pour nous, car nous étions de plus en plus restreints, à tout niveau. Le 5 décembre 1938, un mois après tout cela, mon père s'était fait retirer son permis de conduire, et nous avions des problèmes d'argent. Nous étions dans le doute et l'angoisse. Nous ne savions plus quoi faire. Je me souviens d'une journée de 1933. J'avais 7 ans. C'est un jour particulier. Les résultats des élections viennent de tomber. Hitler et nommé chancelier. Avec papa et maman, nous nous promenons dans les rues de Berlin. Je me souviens de ce drapeau rouge et blanc, accroché dans les rues. Papa me dit que c'est une croix gammée qui se trouve au centre de celui-ci. J'ignore ce que ça représente. Le soir, nous mangeons au restaurant. Beaucoup de personnes discutent de la victoire du parti nazi. Je crois que maman est inquiète. Elle songe à émigrer vers les États-Unis pour rejoindre ma tante. Papa la rassure en disant qu'ils ne nous feront jamais de mal. Je me souviens, en 1932, j'ai 6 ans. C'est une superbe journée, tout se passe bien à Berlin. Mes parents sont fiers de leur ville. Papa dit que c'est la capitale culturelle modèle d'humanisme en Europe. Ce jour-là, je me promène en ville avec papa et maman. Dans les rues, il y a des jeunes qui défilent pour fêter leur diplôme. Papa et maman m'emmènent au jardin d'acclimatation, voir les ours, puis dans un magasin de vélo. Je choisis le plus beau. Mes parents sont tellement contents de me voir heureux. Lorsque nous rentrons, je reste dehors pour jouer avec mon voisin. Puis je rentre à la maison. Papa repart travailler et maman me prépare mon plat préféré. Pierre Baume a été assassiné à Auschwitz le 11 octobre 1942. Son père, Georges Baume, a été assassiné le 2 septembre 1942. Sa mère, Margot, a été assassinée à Auschwitz, mais sa date de décès reste inconnue. La famille Lohet, autre passager du Flandre. Le père, Alfred, décédé entre 1944 et 1945, décédé soit à Auschwitz ou à Golechow. La maman, Ilse, est décédée le 8 mai 1945 à Stutthof. Leur petite fille, Anne-Judith, est décédée à Auschwitz le 15 février 1944. Martha Cohn, passager du Flandre, née le 30 mai 1865, fut déportée par le convoi numéro 40 de Drancy vers Auschwitz le 3 novembre 1942. Rudolf Cohn, son mari, né le 13 janvier 1891, âgé de 51 ans, médecin,
arrêté le 9 octobre 1942, fut déporté par le convoi numéro 40 de Drancy vers Auschwitz le 4 novembre 1942. La sortie Auschwitz, c'est une sortie que j'ai bien aimée et j'ai vu des choses qui me resteront gravées à jamais. Tristesse. Là-bas, le temps s'écoule, mais d'une manière différente. Violence. Un tel voyage, ça met du plomb dans Un la voyage comme ça fait réfléchir sur ce qui s'est passé. Un voyage comme C'est ça, sûr qu'il pourra se reproduire. ça fait grandir. Comment on a pu priver tous ces hommes de tant de liberté? Le voyage en Pologne m'a vraiment touché et marqué. Nous avons fait notre devoir de mémoire.